Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre programme hebdomadaire consacré à l'actualité de l'Union africaine. Au menu de cette édition, l'Afrique commémore le 29e anniversaire du génocide contre les Tutsis au Rwanda. Entre avril et juillet 1994, plus de 800 000 personnes de la minorité Tutsi ont été massacrées par le pouvoir Hutu. Un drame qui résulte à l'époque de la prolifération des discours de haine. Aujourd'hui encore, sur le continent, on observe une flambée de discours incitant à la haine, au racisme, à la xénophobie et autres. Face à cette situation, l'Union africaine a réitéré son engagement contre les discours haineux, responsables de nombreux conflits sur le continent. C'était le 7 avril 1994. Ce jour-là débutait au Rwanda les massacres de la minorité Tutsi, les premiers d'une longue série. En hommage à ces milliers de victimes, l'Union africaine a commémoré le 7 avril 2023 à Addis Abeba le 29e anniversaire du génocide rwandais. Une occasion pour l'institution panafricaine de réitérer son engagement contre les discours de haine, responsables de multiples crises communautaires et autres conflits sur le continent. Pour les dirigeants de l'Union africaine, il est impératif de barrer la voie à la survenue de pareils fléaux dont l'ombre continue de planer sur le continent. Voyons cela dans ce reportage de Séverin Douque. Les discours de haine sont un fléau dont l'ampleur va croissant sur le continent et dont les manifestations sont entre autres le racisme, la xénophobie, la misogynie ou simplement les conflits intercommunautaires. L'une des plus grandes tragédies de l'histoire contemporaine de l'Afrique est le conflit communautaire entre les Tutsis et les Hutus au Rwanda en 1994. Plus de 800 000 Rwandais ont perdu la vie durant ce conflit. À l'occasion de la commémoration du 29e anniversaire de ce génocide, le président de la Commission de l'Union africaine a fait une emphase sur les conséquences des discours haineux. La cruauté humaine qui résulte des conflits intercommunautaires plonge des milliers de personnes dans une précarité et une détresse inqualifiables. Ça et là sur notre continent se développe la constitution des milices armées sur des bases communautaires, la circulation des armes de guerre et plus grave, les discours de haine et la stigmatisation des communautés abondamment relayées et amplifiées par des puissants réseaux sociaux. Un événement tristement historique dont le rapport d'enquête de l'époque a permis la création de la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine. Pour venir à bout des discours de haine utilisés comme arme par de nombreux protagonistes, l'institution panafricaine, à travers la Commission des affaires politiques, paix et sécurité, promeut le culte de la tolérance ethnique et religieuse, véritable germe des conflits intercommunautaires. The AU must reaffirm, reiterate, re-echo. L'Union africaine doit réaffirmer, réitérer et répéter qu'il ne faut plus jamais recommencer. Aujourd'hui, nous devons tous apprendre à promouvoir la tolérance ethnique et religieuse afin de renforcer la cohésion nationale et construire l'Afrique que nous voulons. Tolerance. L'ombre du génocide rwandais semble bien encore planer sur les communautés du continent au regard des sons d'alerte sur la situation. Selon Human Rights Watch, les violences communautaires en cours dans l'ouest de la République démocratique du Congo entre les communautés Téké et Yaka ont fait au moins 300 morts depuis le début en juin 2022. L'urgence de bloquer de pareilles situations s'impose. Nous lançons des avertissements et nous sommes à mesure de dire quels sont les facteurs de risque de génocide que nous observons et nous le faisons souvent. La haine est un danger pour tout le monde et donc la combattre devrait être un travail pour tout le monde, disait Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. L'Union africaine a condamné le 24 février 2023 les propos du président tunisien sur les migrants originaires d'Afrique subsaharienne et a appelé ses États membres à s'abstenir de tout discours haineux à caractère raciste. Kwibuka, l'épreuve du souvenir.
Le Rwanda commémore depuis le 7 avril 2023 l'un des épisodes les plus sombres de son histoire, le génocide Tutsi. Il y a 29 ans, plus de 800 000 personnes ont été massacrées par des extrémistes Hutus. 3 décennies après cette tragédie, le Rwanda est aujourd'hui considéré comme un pays modèle en matière de développement en Afrique. Comment ce pays de 13 millions d'habitants s'est-il réinventé pour devenir une véritable success story? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant au Rwanda, Frater Ndatia Isenga. Au Rwanda, la période allant du 7 au 13 avril de chaque année est dédiée à la commémoration du génocide des Tutsis en 1994. Ceci à travers une semaine de deuil national. Au mémorial de Gisozi, à Kigali, la capitale du pays, la flamme de l'espoir brûle pendant 100 jours, le temps qu'a duré le génocide qui a emporté plus d'1 million de personnes. Pendant cette période, des activités sont organisées non seulement pour rendre hommage aux victimes, mais aussi pour éduquer la jeune génération sur l'histoire du Rwanda, notamment celle de cette période sombre, afin de préserver la mémoire. It's very clear that the wounds are still deep. Il est très clair que les blessures sont encore très vives, mais je remercie tous les Rwandais d'avoir refusé d'être définis par cette histoire tragique. Et les gens ont réussi à tourner la page et à aller de l'avant. Les gens ont décidé de continuer à vivre et ont même été prêts et disposés à faire la chose la plus difficile en décidant de pardonner. Mais nous ne pouvons pas oublier. One or the other, they have decided to forgive. Well, but we can't forget. 29 ans après ce drame, le Rwanda est un pays qui s'est transformé et qui fait partie des champions africains de la croissance économique depuis plusieurs années. Celle-ci a augmenté en moyenne de 15% entre 2000 et 2019, selon les chiffres du Fonds monétaire international FMI. Cette croissance économique s'est accompagnée d'une amélioration des conditions de vie de la population. La Banque mondiale estime que le taux de mortalité infantile a baissé de 2/3 et le pays a presque atteint l'objectif d'éducation primaire universelle. Et selon les statistiques nationales, le taux de pauvreté a baissé de 77% en 2001 à 55% en 2017, tandis que l'espérance de vie à la naissance est passée de 49 à 69 ans entre 2000 et 2019. Je remercie mon pays et les soldats du FPR qui nous ont secourus et qui ont aidé à reconstruire ce pays, pour nous avoir aidé à reprendre l'éducation. Avant, les Tutsis n'avaient pas droit à l'éducation, mais aujourd'hui, j'ai un master. Merci pour avoir donné de l'abri à ceux qui n'en avaient pas et pour avoir fait en sorte qu'on puisse s'épanouir et réaliser de beaux rêves après avoir tout perdu. À tous les jeunes, je veux vous dire que la paix qui règne dans ce pays n'est pas un cadeau tombé du ciel ou que les pays puissants nous ont remis. Il y a ceux qui se sont sacrifiés pour ça. C'est le résultat d'un bon leadership et je vous exhorte d'en prendre grand soin. Le leadership de Paul Kagame, le président du Rwanda, qui a su remettre de l'ordre dans un pays déchiré, économiquement anéanti, un pays tout simplement en ruine. Tout d'abord, il a fallu changer l'image du pays pour attirer des investisseurs. Ensuite, donner la chance à tous les Rwandais pour qu'ils puissent contribuer à la reconstruction du pays après s'être réconciliés. Grâce à des investissements intensifs dans le secteur de la technologie, le pays est aujourd'hui l'une des références continentales en matière d'accès à Internet et d'innovation. De plus, le Rwanda est l'un des champions mondiaux en matière de promotion de la parité dans les instances de prise de décision. 64% des sièges au Parlement du pays sont occupés par des femmes, ainsi que 50% du gouvernement. Mais selon le chef de l'État, cette success story résulte de l'engagement de tous les Rwandais pour bâtir une nation unie et prospère. Rwanda has transformed itself. Le Rwanda s'est donc transformé. L'unité, le fait d'être ensemble, est le fondement de tout ce que nous essayons de faire. Dès le début, nous avons compris la nécessité de cultiver et de préserver un esprit d'unité pour nous donner l'espoir d'un avenir meilleur.
La leçon la plus importante que notre pays a apprise est de transformer les défis en opportunités et d'utiliser si peu pour faire beaucoup. Il n'y a rien que les Rwandais ne puissent surmonter grâce à l'unité, au travail acharné et à la persévérance. Overcome through unity, hard work and perseverance. Sur le credo de l'unité, du travail et du patriotisme, le Rwanda aspire à devenir une économie à revenus intermédiaires d'ici 2035 et à rejoindre les pays à revenus élevés d'ici 2050. Le gouvernement entend concrétiser cette ambition à travers une suite de stratégies nationales pour la transformation d'une durée de 7 ans qui repose sur des plans sectoriels détaillés orientés vers la réalisation des objectifs de développement durable. Une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité, telle est l'aspiration 4 de l'agenda 2063 de l'Union africaine que l'institution s'active laborieusement à implémenter alors que le continent est toujours en proie à des crises sécuritaires dans le terrorisme. Sur le terrain, l'Union africaine a déployé et entretient une dizaine de missions de maintien de la paix. L'une des plus récentes, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, célébra le 1er avril 2023 sa première année d'existence. Bilan et perspective de cette mission dans ce reportage signé Corinne Kamse-Eyoneh et Absan Bibou. Outre l'accompagnement du processus électoral qui a abouti à l'élection du président Hassan Sheikh Mohamud et la mise en place d'un nouveau gouvernement et d'institutions démocratiques, l'ADMIS, la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, est très impliquée dans le renforcement, la structuration et la formation des forces de police et de sécurité de la Somalie. En mars 2022, le pays s'était en effet engagé à renforcer à hauteur de 23 000 agents l'effectif sécuritaire au plus tard en juin 2024. The big achievement is that with the gain of AMISOM for peace. La grande réussite, c'est que dans la continuité de l'AMISOM, l'ADMIS travaille à garantir la paix, la sécurité et la stabilité dans le pays depuis près d'1 an. Aucune des régions libérées ne s'est effondrée ou n'a été vaincue. ADMIS était là pour soutenir et créer l'environnement pour plus de dialogue politique et c'est ainsi qu'elle a pu soutenir l'organisation des élections du président Hassan Sheikh Mohamud. Able to support the organization of the elections of the president Hassan Sheikh Mohamud. La Somalie est en proie au groupe terroriste Al-Shabaab depuis 2007. Dès son arrivée au pouvoir en 2022, le président Hassan Sheikh Mohamud s'est engagé à mener une guerre totale contre le groupe terroriste. La mutation opérée au sein de la force de maintien de paix de l'Union africaine a redéfini les missions de celle-ci. L'action de l'ADMIS, qui a remplacé le 1er avril 2022 la mission de l'Union africaine en Somalie, doit globalement permettre à l'État fédéral de s'approprier et de diriger pleinement le processus de stabilisation du pays. Dans ce sens, une stratégie nationale de stabilisation est déjà en cours. Luckily, we are not alone in our struggles. We have support. Heureusement, nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Nous avons le soutien de nos partenaires et nous sommes reconnaissants du rôle important que vous jouez pour soutenir la Somalie sur tous les fronts. Nous vous exhortons également à poursuivre cet appui alors que nous nous efforçons de trouver des solutions durables à ces défis. As we strive to find lasting and durable solutions to these challenges. Ainsi, au cours des derniers mois, les forces de sécurité somaliennes, avec le concours de l'ADMIS et des communautés locales, ont réussi à libérer plus de 70 villages et villes du joug terroriste dans les États de Hirshabelle et Galmudug. Une nouvelle posture offensive qui implique pleinement les femmes. En tant que femmes, nous sommes très utiles et nous devons davantage nous impliquer. C'est pourquoi je conseille aux femmes de ne pas se dénigrer. Même moi, je ne croyais pas en moi sur les questions d'artillerie, mais aujourd'hui, je peux former même des hommes. J'encourage les femmes à vaincre leur peur et à avoir confiance en elles, quel que soit leur travail dans le domaine militaire.
Après 15 ans de présence en Somalie, la force de soutien à la paix de l'Union africaine a entrepris à travers cette mutation d'opérer un transfert progressif des responsabilités en matière de sécurité de l'ATMIS aux forces de sécurité somaliennes d'ici le 31 décembre 2024. Conscient des efforts accomplis jusqu'ici par les autorités somaliennes, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine entend donner toutes ses chances au gouvernement fédéral pour éradiquer définitivement le fléau Al-Shabaab. Aussi appelle-t-il le Conseil de sécurité de l'ONU à lever complètement l'embargo imposé à la Somalie sur les armes. L'actualité de l'Union africaine, c'est aussi cette décision de la Cour internationale de justice qui autorise l'Union africaine à participer à la procédure consultative sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques sionistes dans les territoires palestiniens occupés. Et puis, la Commission de l'Union africaine a tenu une session extraordinaire du bureau du sous-comité du COREP sur le Fonds spécial d'assistance d'urgence suite au cyclone tropical Freddy dont le Malawi, Madagascar et le Mozambique subissent les effets. Et puis, à l'occasion de la 13e conférence des parties de l'Africa Risk Capacity, les États membres de l'Union africaine ont été appelés à ratifier le traité de l'ARC, une initiative de l'institution panafricaine pour répondre en temps opportun aux risques naturels et protéger les moyens de subsistance des populations les plus vulnérables du continent. Dans un communiqué publié le 13 avril 2023, la Cour internationale de justice autorise l'Union africaine à participer à la procédure consultative sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d'Israël dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est. La décision de la CIJ est intervenue à la demande de l'organisation panafricaine selon l'organe judiciaire principal des Nations Unies qui avait pris une décision similaire concernant la participation de plusieurs autres institutions continentales et régionales. Selon la Cour, cette décision est conforme à l'article 66 de son statut et est motivée par le fait que l'UA est susceptible de fournir des renseignements sur les questions que lui a soumises l'Assemblée générale de l'ONU. Par ailleurs, la CIJ invite l'UA à présenter un exposé écrit sur ces questions et des observations écrites sur tout exposé écrit déposé par un État ou une organisation. Suite à la gravité de l'impact dévastateur du cyclone tropical Freddy, le département de l'agriculture, du développement rural, de l'économie bleue et de l'environnement durable de l'Union africaine a tenu le 30 mars 2023 une session extraordinaire du bureau du sous-comité du Conseil des représentants permanents de l'UA sur le Fonds spécial d'assistance d'urgence pour la sécheresse et la famine en Afrique. Ceci pour discuter des soutiens apportés au Malawi, au Mozambique et à Madagascar, frappés du 6 février au 15 mars 2023 par le cyclone tropical Freddy. Plus de 400 personnes ont été tuées et des milliers de maisons ont été détruites. Face à cette situation, le bureau du sous-comité du COREP a indiqué que la commission de l'UA a besoin d'environ 790 millions de dollars pour soutenir les efforts de réponse et de relèvement dans les 3 pays touchés par le cyclone. Le bureau du sous-comité du COREP a également observé que la situation d'urgence actuelle au Malawi, au Mozambique et à Madagascar était un rappel flagrant à l'Afrique d'accélérer la mise en place et l'opérationnalisation du mécanisme panafricain de protection civile pour la préparation et la prévention des catastrophes. Tenue les 3 et 4 avril 2023 à Addis Abeba en Éthiopie, la 13e conférence des parties de l'Africa Risk Capacity a fait écho de la nécessité d'agir d'urgence pour faire face à l'augmentation des risques de catastrophes sur le continent et a encouragé les États membres de l'UA qui n'ont pas ratifié le traité sur la capacité de gestion des risques en Afrique à le faire pour renforcer le financement de la gestion des risques de catastrophes à travers le continent. L'Africa Risk Capacity travaille dans le financement de la gestion des risques de catastrophes depuis 10 ans. Durant cette conférence de parties, les républiques du Malawi, de Madagascar et de la Mauritanie
ont partagé leurs meilleures pratiques d'utilisation des produits de l'ARC. En effet, l'institution a récemment développé des produits contre les inondations et déployé des instruments de financement des cyclones tropicaux et de la sécheresse. La conférence New Space Africa 2023 se tiendra du 25 au 28 avril 2023 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette conférence, qui réunit en présentiel et de façon virtuelle des dirigeants d'agences spatiales nationales, la Commission de l'Union africaine, des décideurs et des responsables gouvernementaux, des fabricants et des opérateurs de satellites, des investisseurs en capital risque, permettra d'échanger sur des stratégies de développement de l'industrie spatiale et satellitaire africaine. Avec davantage de pays africains participant à l'espace, investissant dans des entreprises spatiales et donnant lieu à la croissance continue de divers segments de l'industrie spatiale africaine est actuellement évaluée à 19,49 milliards de dollars en 2021 et devrait croître de 16,16% pour atteindre 22,64 milliards de dollars d'ici 2026. Le Forum des éditeurs d'Afrique australe, SAEF, accueille du 11 au 13 mai 2023 la deuxième convention des médias africains. Cette conférence continentale se tiendra une semaine après les célébrations mondiales de la Journée mondiale de la liberté de la presse en mai. Organisée par l'Union africaine et l'UNESCO, la Convention des acteurs des médias africains est un moment de réflexion des acteurs des médias africains sur les tendances évolutives qui entravent la liberté d'expression et la liberté des médias, notamment la détérioration persistante de ces droits sur le continent. C'est également l'occasion de reconnaître les pays et les institutions qui promeuvent la liberté d'expression telle que prévue dans divers instruments de l'Union africaine relatifs aux droits de l'homme et de sensibiliser les acteurs politiques aux avantages d'un climat propice à la liberté d'expression. Les peuples du continent africain célèbrent le 25 mai la Journée mondiale de l'Afrique à la date anniversaire de la fondation de l'Organisation de l'Union africaine, devenue Union africaine, qui représente le symbole du combat de tout le continent africain pour la libération, le développement et le progrès économique et social, en plus de la valorisation et l'exploitation de la richesse culturelle africaine. Ainsi, la Journée mondiale de l'Afrique célèbre le dynamisme du continent africain et reconnaît les succès de l'Union africaine depuis sa création le 25 mai 1963 dans la lutte contre le colonialisme et l'apartheid, ainsi que les progrès que l'Afrique a réalisés, tout en réfléchissant sur les défis communs auxquels le continent est confronté dans un environnement mondial. Pour mieux faire face aux catastrophes en Afrique, il est indispensable pour le continent de disposer de systèmes d'alerte précoces et de programmes d'action rapides pour réduire les pertes. C'est la mission du président mozambicain Filipe Jacinto Nyusi, qui exerce depuis février 2022 les fonctions de champion de l'Union africaine pour la gestion des risques de catastrophes. Eugène Chema dresse le portrait de ce dirigeant africain qui a fait de la lutte contre les impacts des catastrophes naturelles une priorité. Les catastrophes naturelles demeurent un défi constant pour de nombreux États à travers le monde, dont les États africains. D'après les données de la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, l'Afrique est le continent qui subit le plus l'impact du changement climatique. Entre 1990 et 2019, l'IFC indique que l'Afrique a subi 1107 inondations et sécheresses, causant 43 625 décès et au moins 14 milliards de dollars de dommages aux cultures, aux élevages et aux biens. C'est pour sensibiliser et agir face aux catastrophes qui surviennent de plus en plus sur le continent que l'Union africaine a décidé de nommer un champion pour la gestion des risques de catastrophes en Afrique. Le président mozambicain Filipe Jacinto Nyusi a été porté à cette fonction au cours de la 35e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue en février 2022 à Addis Abeba. Si notre réponse n'est pas bien équilibrée, je veux dire avec une intervention rapide dans l'économie, nos acquis socio-économiques peuvent être mis à mal. Cela peut saper nos efforts pour instaurer une paix durable, car une économie sous-performante peut exacerber les injustices et les conflits.
La nomination du président mozambicain aux fonctions de champion pour la gestion des risques de catastrophe est intervenue concomitamment avec l'adoption par l'Union africaine du système africain d'alerte précoce et d'action rapide multirisque. Ce cadre stratégique et opérationnel vise à réduire les pertes découlant des catastrophes en s'assurant que les systèmes d'alerte précoce au niveau continental, régional et des États membres soient pleinement coordonnés. Pour le champion africain de la gestion des risques de catastrophe, il est important d'augmenter les financements pour l'alerte précoce et l'action rapide pour aider les États à faire face aux dommages des risques climatiques. Nous assistons à la réduction des financements nationaux et internationaux pour les programmes favorables à la résilience et à l'adaptation au changement climatique. D'autres déterminants socio-économiques aggravant encore la situation, faisant fondre les gains antérieurs en matière de financement du développement. L'Afrique en général et le Mozambique en particulier sont parmi les plus vulnérables aux catastrophes naturelles et aux phénomènes météorologiques extrêmes aujourd'hui plus qu'hier, avec des événements fréquents et intenses. D'après la Banque mondiale, les investissements dans l'adaptation au climat pourraient représenter 4% du produit intérieur brut de l'Afrique d'ici à 2040, soit environ 100 milliards de dollars ou 5 milliards de dollars chaque année. Nous devons être persévérants et travailler ensemble pour consolider les acquis et venir en aide à ceux qui rencontrent encore des difficultés pour aller de l'avant. Nous devons travailler ensemble pour lutter contre les facteurs qui minent notre développement, tels que le terrorisme, les changements climatiques. Le Mozambique, que dirige Filipe Yacinthe-Nyusi depuis janvier 2015, est l'un des pays du continent les plus vulnérables aux risques climatiques. Pour la seule année 2022, le pays d'Afrique australe a subi 5 cyclones et des tempêtes tropicales. Le cyclone Gombe, survenu en mars de la même année, a affecté à lui seul 7306 personnes, selon les statistiques de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Cette édition de l'African Union Journal a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'informations sur Africa 24. Et vous le savez, le meilleur de l'actualité africaine, c'est aussi sur notre site africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.